Bon, Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle Ah bah oui, les questions de liberté, vacciné, non vacciné, est-ce que ce sera la même liberté? Finalement, elle veut bien débattre. Françoise Degois qui est avec nous. Je sais, je plaisantais. Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté et notre invité, Bruno Megarban, bonsoir. Bonsoir. Chef du service de réanimation de l'hôpital La Rivoisière. Bonsoir à vous. On l'aime, hein, Bruno Megarban, mais là, Merci. je sens qu'on va s'énerver. Alors, dites-nous tout sur le principe quand même, Bruno Megarban. C'est une sacrée discrimination pour les non-vaccinés. Ce projet qui est qui est sur la table du gouvernement, c'est une option en tout cas. Bruno Megarban. Oui, tout à fait. On va dire que c'est une option que le gouvernement va choisir, pas dans l'immédiat, mais puisqu'il faut quand même encore laisser le temps à ceux qui veulent se faire vacciner de pouvoir le faire en toute liberté. Mais il est vrai que si en septembre l'épidémie progressait, il n'y a aucune raison de devoir mettre en place des mesures de restriction pour la totalité de la population, alors qu'en restreignant certains lieux de brassage aux seuls non-vaccinés, on pourrait éviter un rebond hospitalier. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, ce que vous dites, c'est que c'est pour l'intérêt général, Bruno Mais Megarban. bien sûr, c'est d'abord pour l'intérêt des personnes elles-mêmes non vaccinées, car si elles fréquentaient sans prendre de précautions les lieux de brassage où le virus pourrait circuler, elles se mettraient en danger d'être contaminées et donc de présenter éventuellement des formes graves de la maladie. Par ailleurs, évidemment, on protégerait les personnes les plus fragiles qui peut-être, même vaccinés, seraient quand même à risque de développer une maladie, car évidemment, ils ne pourraient pas répondre de façon optimale au vaccin. Alors, Françoise, pardonnez-moi, juste Bruno. après Philippe Moi, Bilger, j'ai qui, toujours- je pense, est d'accord avec Bruno Megarban. J'ai toujours Françoise. apprécié votre pondération. Vous êtes un des rares professeurs à C'est être gentil. à garder la mesure, mais là, franchement, c'est pas possible à entendre. Honnêtement, moi, je suis une vaccinée, hein, donc je suis très tranquille sûr. par rapport à ça. Honnêtement. Vous ne pouvez pas tenir ce discours déjà. Vous pouvez le faire porter le poids d'un éventuel reconfinement dont on sait qu'il n'aura pas lieu. Ok, on a bien vu les chiffres, le Delta, malgré les cris alarmistes, le variant Delta, il n'y a pas de corrélation aujourd'hui. Par exemple, je regardais les chiffres de ce matin en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, entre le nombre d'infections et la pression sur les réanimations. Il n'y a pas de corrélation. D'ailleurs, au Royaume-Uni, on a enlevé le masque. Hein. On enlève tout. Et d'ailleurs, Voilà. Boris Johnson a dit, écoutez, après tout, c'est son mot, les non-vaccinés, démerdez-vous, voilà, c'est comme ça, j'ouvre tout. On ne peut pas fonctionner comme ça. Les gens, Alors- je ne prends pas les anti-vax, les gens non-vaccinés ont le droit d'avoir des doutes. Vous avez vu, Bruno, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, que maintenant commencent à fleurir des papiers sur le variant Epsilon et sur le variant Lambda, Ouais. dont on est en train de nous dire que probablement ils résistent, eux, particulièrement au vaccin. Nous ne sommes pas dans le cas de la rougeole ou du tétanos où le vaccin est obligatoire parce qu'il tue obligatoirement. Là, la plupart des gens qui ne sont pas vaccinés sont des gens qui ont entre 30 et 40 ans. Les gens fragiles le sont. Est-ce qu'on pourrait foutre la paix à ceux qui, en leur âme et conscience, pour le moment, préfèrent attendre? Ah, il y a une petite partie des plus de 55 ans qui n'est pas vaccinée non plus. Tiens, la réponse de Bruno Pardon, Megarban. pardon, je m'énerve La parce réponse que- de Bruno Alors, Megarban, juste après Philippe Bilger et Abdoulaye Kanté. Bruno Alors, Megarban. j'allais dire, on va dire la grande différence avec le Royaume-Uni, c'est que 95% des personnes âgées ou à risque est vacciné. Et donc effectivement, aujourd'hui, il est possible, avec ce taux de vaccination, de dissocier le nombre de contaminations qui augmente, même quasiment de façon exponentielle, du nombre de patients. Et donc, le choix stratégique de maintenir le pays ouvert sans aucune restriction par le Premier ministre britannique, on va dire, est possible, même si, malgré tout, il prend un certain risque, car 5% des personnes à risque non vaccinées pourraient, à terme, alors pas maintenant, parce que le virus ne circule pas encore de façon importante, mais pourraient à terme saturer et poser un problème d'augmentation de la mortalité. Il a préparé, semble-t-il, ses compatriotes à avoir une augmentation du nombre de décès, quitte à maintenir cette liberté. Je crois qu'en France, la question est différente. Pourquoi? Parce que d'abord, nous ne sommes pas vaccinés de la même façon. Au moins 20% de la population à risque n'est toujours pas vaccinée. Et là, si le virus circulait, il est certain qu'il y aurait un pic
épidémique. Pic épidémique avec... Non mais attendez Bruno, soyons précis. Pardon Philippe Bilger. Pic épidémique avec saturation des réas. Vous comprenez bien que tout le problème... C'est la saturation des réas, c'est vrai. Et qu'est-ce que nous avons fait? Et vous êtes un super patron d'hôpital, vous êtes un hospitalier, mais vous le savez très bien, je vous couvre pas de fleurs parce qu'on vous a testé pendant 1 an et demi, donc on connaît votre humanité Bruno. La question est, qu'est-ce qui a été fait, puisque c'est ça le curseur, qu'est-ce qui a été fait depuis 1 an et demi pour remédier à ce problème de saturation de réa? La réalité, c'est que rien n'a été fait. On n'a toujours pas de lit. Voilà. Donc on peut pas continuer éternellement à faire peser le poids de quelque chose. S'il vous plaît, je suis tout à fait d'accord avec vous. Rien n'a été fait pour les réanimations. D'ailleurs, même nous sommes toujours contraints de discuter et de défendre nos lits, car nous sommes menacés encore même pas d'augmentation, mais de diminution des lits. D'ailleurs, à la rentrée, ça n'a rien changé. Et c'est un problème extrêmement important. 40% environ des paramédicaux des services de réanimation ont donné leur intention de quitter leur poste. Et donc, cette crise sociale risquerait, en plus d'aggraver évidemment la situation à l'hôpital. Le gouvernement n'a tiré aucune leçon de cette crise du Covid. Philippe Bilger. Bruno Megarbane, une double interrogation, si vous le permettez, sanitaire et d'une certaine manière philosophique, sans faire dans le pompeux. Au fond, j'ai eu tendance à considérer d'abord que... Évidemment, dans la mesure où le vaccin est majoritairement considéré comme un bienfait, qu'au fond, une forme de totalitarisme sanitaire était justifiable. Mais après avoir dit cela, je m'interroge notamment au regard de ma seconde question. Au fond, est-ce qu'on a le droit d'imposer un vaccin à partir du moment où... sur un plateau de la balance, il peut y avoir des inquiétudes que, pour ma part, je peux juger absurdes, mais qui ont le droit d'exister tout de même. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous nous éclairiez sur ce mélange entre nécessité du vaccin et liberté de chacun. Lorsque, en toute bonne foi, on considère qu'il est encore dangereux de se faire vacciner, ce que moi-même je ne juge pas pertinent. Bruno Megarbane. Alors, vous avez raison. Alors, tout d'abord, on va dire, la liberté restera. Moi, je ne suis pas favorable à l'obligation vaccinale de la population. La liberté restera, mais c'est vrai qu'il y aura des contraintes et les personnes non vaccinées se verront, en raison d'un pass sanitaire plus largement demandé, avoir des difficultés à vivre de la même façon que les vaccinés. Ouais, donc c'est de l'hypocrisie, Bruno. C'est de l'hypocrisie. Attends, François. Le but, en fait, est d'inciter à la vaccination. C'est pas à nouveau. Le but est d'encourager la vaccination. Maintenant, si au bout d'un certain temps de telles mesures, le taux de vaccination était jugé comme suffisant car permettant d'atteindre l'immunité collective, et ça a été le cas en Israël, permettant par la suite de protéger les non-vaccinés en raison de la masse de personnes vaccinées, eh bien très bien. Israël a pu atteindre une vaccination aussi importante parce que pendant 3 mois, elle a imposé le pass vaccinal à toutes les activités de loisirs et de culture. Alors, on va dire dans la balance, nous avons tout d'abord un vaccin sûr, efficace, avec des effets secondaires extrêmement mineurs, une surveillance de pharmacovigilance extrêmement bien faite, 3 milliards d'individus vaccinés sur la planète et une protection désormais garantie contre la quasi-totalité des variants. De l'autre côté, on va dire, certes c'est un nouveau vaccin, mais il n'y a aucune raison rationnelle de penser qu'il pourrait y avoir des effets secondaires de type maladie auto-immune à moyen ou long terme. Pourquoi ? Parce que en fait ce vaccin, notamment celui à base d'ARN messager, ne contient que de l'ARN dans du gras. Donc je ne vois pas pourquoi, si vous voulez administrer ce type de substance, sachant que l'ARN messager est détruit de façon extrêmement rapide, et ce sont des produits naturels. Lorsque nous vivons sur la Terre, nous rencontrons des milliers d'agents pathogènes et de micro-organismes tous les jours, avec leurs ARN, et nous fabriquons une immunité contre ces agents. Donc c'est un processus le plus naturel possible.
Il n'y a pas d'immunostimulant dans ces produits. Il n'y a pas de risque, a priori, de développer des complications à moyen ou long terme. Et ça doit être balancé, bien sûr, par rapport à un risque immédiat de contracter une forme grave de la Covid-19, y compris chez les jeunes, ou de développer un Covid long qui est quand même extrêmement handicapant. Il faut savoir que plus la population sera vaccinée, plus les personnes classiquement à risque seront vaccinées, et plus les personnes qui vont venir en réanimation seront jeunes. D'ailleurs, aujourd'hui, les cas de contamination sont essentiellement des personnes plus jeunes et non vaccinées. Faut-il interdire certains commerces, certains loisirs aux non vaccinés? 0826 300 300. Tiens, direction Marseille. Bonsoir Serge. Bonsoir. Bonsoir à vous Serge. Comment allez-vous? Quel temps fait-il à Marseille? Ah, ça c'est... Quel beau temps fait-il à Marseille? Alors, c'est dans la question. Ben oui. On vous écoute Serge. Voilà, moi je voudrais d'abord ouvrir une micro-parenthèse pour dire que je ne pense pas, et votre invité, je ne pense pas qu'il va me contredire, je ne pense pas que les services d'urgence aient attendu le Covid pour être submergés, fin de la parenthèse. Oui, ça c'est un problème qui date depuis des années. Ensuite, il y a un argument que je mets au défi quiconque de contrer. La seule phase 3 prend normalement plusieurs années. Comment on peut en arriver là où on est? Ouais. Alors Bruno Megarban, je vous mets au défi. Alors, et je vous renvoie tous au maître de conférence en génétique moléculaire, Christian Vélo, qui explique très bien tout ça. Alors, on va poser la question à Bruno Megarban. C'est vrai, Bruno Megarban, que beaucoup de Français se posent la question, comment se fait-il que pour faire des vaccins, il faut plusieurs années? Et là, en un an, hop, au bout d'un an, on a fait, enfin, pas tous les tests encore, on met à disposition des vaccins contre le Covid. Comment est-ce possible? Alors, j'allais dire, nous avons une chance énorme d'avoir un vaccin efficace et très bien toléré en aussi peu de temps. Imaginez ce qu'aurait été la situation de l'humanité si de tels vaccins n'étaient pas apparus. Alors, contrairement à ce qu'a dit votre auditeur, les phases 3 sont des essais thérapeutiques de courte durée. D'ailleurs, l'ensemble des vaccins qui sont mis sur le marché ont parfaitement passé ces phases, qui ont été terminées, qui ont permis d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché. La phase 3 précède l'obtention de l'AMM. En fait, votre auditeur confond avec la phase 4, qui est une phase de pharmacovigilance qui dure tout au long de la vie de vente d'un produit. D'ailleurs, la phase de pharmacovigilance existe pour l'ensemble des molécules, y compris le paracétamol, l'aspirine, qui sont utilisées depuis des centaines d'années. Il y a une phase de pharmacovigilance. Celle-ci ne s'arrête jamais, ne s'arrêtera que le jour où le médicament est retiré du marché. Par contre, les phases 3 sont des phases très limitées qui permettent d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Elles ont été parfaitement remplies, extrêmement sérieusement faites. D'ailleurs, pour toutes publiées dans des revues scientifiques de très haut niveau, il n'y a aucune contestation possible sur le domaine. Merci pour l'explication, Bruno Megarban, c'est très clair. Abdoulaye Kanté. Moi, juste pour revenir à ce que disait professeur Megarban, vous avez raison, c'est que si on doit arriver à l'immunité collective, il faut qu'on soit massivement vacciné. Et ces personnes qui sont justement porteurs de ce virus de forme, on va dire, grave, qui peuvent diffuser ce virus, on va dire, de manière grave, ce sont plutôt cette tranche de jeunes 30-40 ans. Donc effectivement, si on n'arrive pas à cette vaccination massive, oui, mais la liberté, c'est vrai. On va pas recommencer un cours sur la liberté. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais moi, justement, la liberté, à un moment donné, peut-être que quand on voit l'exemple d'Israël, qui eux ont vacciné massivement, oui, mais ils sont 40% de vaccins. Oui, mais aujourd'hui, c'est que moi, j'ai envie de penser aussi à Pasteur, c'est que, comme vous le disiez hors antenne, il a 13 doses quand même pour essayer de combattre la rage aujourd'hui. Non, écoute, Abdoulaye. Mais Abdoulaye, j'entends tout ce qu'on veut. On peut recommencer l'histoire sur la variole. Comment est-ce qu'on a pris la décision de vacciner le roi avec un virus qui n'était pas désactivé? Vous connaissez ça par cœur, Bruno. On ne va pas recommencer cette question-là. Oui. Je dis juste qu'il faut peut-être mettre un pied sur le frein. Et je comprends que des gens qui ne sont pas des antivax, et je termine. On n'en sait rien. Tu n'en sais rien. Le principe de précaution dans ce pays a toujours fait du mal. L'immobilisme français. Est-ce que je peux finir? Je termine sur cette idée-là. Je n'ai aucun état d'âme avec la vaccination. J'entends que des gens puissent avoir, et pas des antivax complotistes, des gens lambda qui ont des états d'âme sur la vaccination parce qu'ils disent tout va trop vite, parce que maintenant c'est le variant Delta, après c'est le Epsilon qui arrive derrière, et après
après c'est le lambda. Et ça veut dire que on va donc être tous obligés de se vacciner pour un virus qui fait pas plus de morts ou plus ou moins de morts que la grippe. C'est pas pareil que le tétanos, c'est pas pareil que la rage qui est mortelle à tout coup, c'est pas pareil que la variole qui tuait. Voilà, ils peuvent se poser les questions. Les gens ont le droit. L'immunité, ils ont le droit, mais l'immunité collective. Tu n'y arriveras jamais, c'est une illusion. Bon, l'immunité collective n'arrivera que si on sera vacciné massivement. C'est une illusion, l'immunité collective. Merci. Je veux dire, les États-Unis, t'as 20% de gens qui ne se feront jamais vacciner. Biden le sait, constitutionnellement, il ne peut pas les obliger. C'est exactement ce que dit Boris Johnson. Ben voilà, maintenant démerdez-vous, vivez avec. Mais on arrête les interdictions. Allez, s'il vous plaît, c'est la fin de ce grand débat. J'aimerais remercier Bruno Megarban, chef du service. Excusez-nous, Bruno. Chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière, extrêmement pédagogue et très clair. Les explications de Bruno Megarban. Merci à vous. Il donnerait presque envie de se faire vacciner. C'est vrai. Si c'était pas déjà fait, tu vois. Le grand débat à retrouver et à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, en vidéo sur notre chaîne YouTube. Dans un instant.